Bonjour à tous. Je suis ici pour vous expliquer le cadre de cet oral de français. Vous avez tous un texte qu'il va falloir présenter en respectant différentes parties. On est d'accord? Donc la première partie, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Donc je vais détailler ça, mais vous, bien sûr, vous enchaînerez les parties. En fait, j'ai pas pu résister, j'ai quand même mis ma perruque de... Oui, c'est aussi pour vous dire que euh, je fais rapide là je vous donne un exemple, mais je fais rapide. Vous pourrez développer un petit peu, notamment le contexte, tout ça. Vous pourrez un petit peu donner un peu du corps, hein, d'accord? Ok. Alors moi, je vais faire sur le texte 1 de Victor Hugo, hein. Enfin, alors ça commence par une lecture expressive, ok? Alors je vais vous présenter aujourd'hui le texte de Victor Hugo qu'il a énoncé devant l'Assemblée nationale le 9 juillet 1849. Et je me lance dans une lecture d'un court passage, le début de ce texte. La misère, messieurs. J'aborde ici le vif de la question. Voulez-vous savoir où elle en est, la misère? Voulez-vous savoir jusqu'où elle peut aller? Jusqu'où elle va? Je ne dis pas en Irlande. Je ne dis pas au Moyen Âge. Je dis en France. Je dis à Paris et au temps où nous vivons. Voulez-vous des faits? Mon Dieu, je n'hésite pas à les citer, ces faits. Ils sont tristes, mais nécessaires à révéler. Et tenez, s'il faut dire toute ma pensée, je voudrais qu'il sortît de cette assemblée, et au besoin j'en ferai la proposition formelle, une grande et solennelle enquête sur la situation vraie des classes laborieuses et souffrantes en France. Je voudrais que tous les faits éclatassent au grand jour. Comment veut-on guérir le mal si l'on ne sonde pas les plaies? Donc voilà, une petite lecture un petit peu dynamique, avec un petit peu de ton, voilà, un truc un peu vivant, quoi. D'accord? Allez, hop. Vous voyez, ça va mieux avec la lumière quand même. Bon alors en deux, il faut présenter l'auteur et le contexte, en gros. Donc par exemple, pour le texte 1, Victor Hugo. Victor Hugo est connu pour ses romans, et notamment pour Les Misérables, roman fleuve dans lequel il dénonce finalement la pauvreté. C'est un homme de lettres, mais aussi un homme public, c'est un homme politique, et il a souvent mis son engagement au service des plus démunis. Il n'hésite pas à défendre leur cause au sein de l'Assemblée elle-même, et notamment dans un discours virulent prononcé le 9 juillet 1849 que je vais vous présenter par la suite. Bon, c'était juste un petit intermède. Euh, Ouais, la troisième partie. La troisième partie, c'est la plus importante. Donc, dans le même esprit que ce que vous avez fait avant à l'écrit, cette fois-ci, c'est à l'oral. Donc, c'est une sorte d'explication de texte. En gros, c'est comment fait l'émetteur, donc là en l'occurrence Victor Hugo, comment il fait pour faire passer son message et pour le rendre vivant, prégnant, impliquant, enfin, etc. D'accord? Donc, je vous donne deux, trois petits exemples de comment on peut faire avec le texte de Victor Hugo, et pour vos textes, c'est la même chose. Alors, on remarque tout de suite que Victor Hugo, avec ce texte, tient un discours politique assez accusateur. La première chose, c'est qu'il met en place un dialogue avec l'Assemblée, comme si finalement c'était un dialogue, alors que c'en est pas un, puisque c'est plutôt un monologue. Mais il le transforme en dialogue. Alors déjà, d'entrée, il les apostrophe, hein, messieurs, et en plus, il utilise des interjections très orales comme «eh bien». Voilà. On remarquera l'anaphore du jeu, hein, jeudi, plusieurs fois répété, une redondance qui met en lumière son implication.
une implication qu'il exhibe complètement en recourant au terme complice et solidaire pour souligner son engagement. On peut faire la même remarque avec je suis pénétré à la ligne 8. Mais il y a aussi des marques de la deuxième personne du pluriel, comme vous n'avez rien fait, en plus en anaphore, donc c'est très insistant. Vous le voyez, messieurs, votre générosité, votre sagesse, donc il implique vraiment son auditoire. Euh, à voir aussi qu'il utilise la première personne du pluriel, hein, comme pour réunir ses interlocuteurs dans un même élan, nos campagnes, nos villes. En tout cas, voilà, il met tout en place pour impliquer ses interlocuteurs, emporter l'adhésion de ceux à qui il parle. Cette adhésion est signifiée par les remarques qui figurent entre parenthèses et qui informent le lecteur sur les réactions du public. Il y a écrit bravo, applaudissements, acclamations, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, il y a une vraie vivacité du débat. Alors, c'est aussi un discours politique très accusateur. On le voit à travers le champ de la politique, c'est-à-dire qu'il utilise tout un champ politique, un champ lexical de la politique, avec la société, pays civilisé, conscience de la société, cette assemblée, l'ordre moral, le peuple, souffrance publique, esprit de révolution, anarchie. Il s'agit pour Hugo, de Victor Hugo, de dénoncer la façon dont la société et le monde politique de cette première moitié du 19e oublie les plus démunis. Et il condamne cette situation en recourant notamment à des phrases négatives. Ce sont là des choses qui ne doivent pas être, pour que de telles choses ne soient pas. Son discours accusateur est un réquisitoire, hein, ainsi que le signifient les nombreuses exclamations dans plusieurs parties du texte. Et puis il y a l'anaphore qu'on a évoqué plus avant, de vous n'avez rien fait, qui exhibe quand même la négligence des politiques. Et il vise à réveiller et éveiller les consciences. Il exhorte le monde politique à changer, euh, voilà, et à poursuivre finalement l'esprit révolutionnaire qui avait lieu à la fin du siècle précédent. Notons aussi l'hyperbole, pas seulement des torts envers l'homme que sont des crimes envers Dieu. Une hyperbole qui désigne les interlocuteurs de Hugo comme des criminels, mais aussi comme de mauvais chrétiens. Donc c'est quand même assez agressif, quoi. Et au-delà du fait que c'est un discours politique accusateur, comme nous l'avons vu, c'est aussi un véritable plaidoyer pardon, en faveur de la misère. L'enjeu du discours, c'est l'éradication de la misère. Et d'ailleurs, c'est souligné par la gradation ligne 13, pour marcher à ce grand but, à ce but magnifique, à ce but sublime, l'abolition de la misère. D'ailleurs, il le reformule à la fin du passage, faites maintenant des lois contre la misère. Cette exhortation, elle montre que Hugo n'est pas tourné vers le passé, qu'il est plutôt un homme d'avenir et de progrès. C'est assez rigolo d'ailleurs de relever la métaphore de la marche, qui pourrait faire penser à notre président actuel, qui est lui aussi en marche. Il dit, Victor Hugo, ce n'est qu'un premier pas, la ligne 10, et il dit aussi pour marcher à ce grand but. Pour Hugo, il s'agit, suite aux différentes révolutions, 1789, mais aussi 1830, 1848, il s'agit de construire une nouvelle société. C'est dans l'esprit de la révolution. Et il veut vraiment entraîner les députés dans cette démarche-là. Et d'ailleurs, il utilise beaucoup de phrases injonctives. Faites des lois. Je dis que la société doit dépenser toute sa force. Je voudrais que cette assemblée. Voilà, c'est vraiment. Il est très engagé. Il est en mouvement. Hein, il veut les sensibiliser à la cause des misérables. Et d'ailleurs, il recourt au registre pathétique du coup, avec le lexique de la souffrance physique et morale. Le peuple souffre. En dessous de vous, une partie du peuple qui désespère, qui peuvent être sans pain, sans asile. Voilà. Il y a différentes donc, parties du discours comme ça il recourt aussi à des termes valorisants. Pauvres familles honnêtes, aux bons paysans, bons ouvriers. L'adjectif bon qui est répété en anaphore, et puis aux gens de cœur. Hein, voilà. Donc il montre vraiment un amour du peuple. Et il veut que cet amour du peuple soit partagé par ses interlocuteurs. Donc voilà, vous avez un peu démonté le texte, les différentes figures de style, les différents réseaux lexicaux, enfin les choses qui donnent du sens
finalement, comment, hein, en fait, toujours pareil, hein, comment fonctionne le texte. Hein. On ouvre le moteur, puis on regarde dedans, il est où le delco, il est où la batterie, il est où la courroie de distribution. Voilà, donc tous ces éléments-là. C'est les champs lexicaux, les anaphores, les hyperboles, enfin tout ce que vous pouvez repérer dans le discours qui lui permettent de fonctionner, de rouler, d'accord? Et donc finalement d'engager l'interlocuteur. Un discours, ça sert pas juste un discours dans le vide. Victor Hugo, il a vraiment l'idée de faire bouger les lignes. Donc voilà. Et donc vous finissez par une conclusion un peu générale sur la portée du discours. En conclusion, on repère assez facilement une grandeur dans le discours de Hugo qui tend à faire du peuple un héros confronté à des difficultés, des épreuves, des souffrances. Comme un héros, le peuple est aussi seul contre tous. Et donc Victor Hugo veut lutter aux côtés du peuple, œuvrer pour l'amélioration de ses conditions, pour son salut, parce que c'est là tendre vers un but sublime. Voilà. Ce but sublime, c'est l'amélioration de la vie du peuple et c'est la valorisation du poète, Victor Hugo, qui aura œuvré dans ce sens. Dans ce discours, Hugo énonce donc son engagement pour une noble cause, l'abolition de la misère. Il propose un plaidoyer en faveur des misérables et un plaidoyer qui contribue également à grandir le poète lui-même. Merci pour votre attention.